un homme se réveille transformé en insecte géant. Sa première pensée n'est pas « qu'est-ce qui m'arrive ?», c'est « comment vais-je aller travailler ?» Son travail est plus important que lui-même, et c'est la vraie tragédie. Cette histoire a été écrite en 1915 par un homme qui travaillait dans une compagnie d'assurance, qui détestait son emploi, qui vivait encore chez ses parents à 30 ans, qui souffrait d'insomnie chronique, d'anxiété paralysante, de sentiments d'inadéquation constants. Son nom, Franz Kafka. Il est mort à 40 ans, pensant qu'il était un raté, demandant à son meilleur ami de brûler tout ce qu'il avait écrit. Son ami a désobéi, et 100 ans plus tard, Kafka est l'un des écrivains les plus influents de l'histoire moderne. Ses livres n'ont pas inspiré des révolutions, ils ont fait quelque chose de plus puissant. Ils ont donné un nom à ce que nous ressentons tous, l'aliénation, l'absurdité bureaucratique, le sentiment d'être un étranger dans sa propre vie. Aujourd'hui, sur TikTok, Kafkaesque a 450 millions de vues. La génération Z le cite plus que n'importe quel autre auteur classique. Pourquoi ? Parce que Kafka a vécu nos problèmes, un siècle avant nous. Voici son histoire, et pourquoi elle est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Bienvenue. Je suis votre guide dans les vies des écrivains qui ont changé notre façon de penser. Aujourd'hui, nous explorons Franz Kafka, l'homme qui a transformé l'anxiété en art, l'aliénation en littérature et la bureaucratie en cauchemar. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans des vidéos précédentes, cette fois, chaque fait est vérifié, chaque affirmation est documentée, parce que l'histoire vraie de Kafka est assez puissante sans avoir besoin d'exagération. Si vous aimez comprendre les esprits qui ont défini notre époque, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque like me permet de continuer à explorer ces figures historiques avec rigueur et honnêteté. Commençons par son enfance, parce que pour comprendre Kafka, vous devez comprendre son père. 1. L'enfance, le poids du père. 3 juillet 1883, Prague, Bohême, partie de l'Empire austro-hongrois. Franz Kafka naît dans une famille juive de classe moyenne. Son père, Hermann Kafka, est un homme remarquable, un self-made man dans le sens le plus pur. Hermann est né dans la pauvreté rurale, fils d'un boucher cachère dans un petit village. Il a grandi parlant yiddish, travaillant dur, très dur. Par force de volonté pure, il s'est élevé. Il a déménagé à Prague, appris le tchèque et l'allemand, construit une entreprise de vente en gros de vêtements, épousé Julie Lovy, une femme éduquée d'une famille respectable. Hermann Kafka était grand, fort, autoritaire, plein de confiance. Un homme qui avait survécu à l'antisémitisme, à la pauvreté, à l'adversité, et qui avait gagné. Franz Kafka était petit, fragile, anxieux, timide, et Hermann ne pouvait pas le comprendre. Ce que nous savons avec certitude, grâce aux lettres de Kafka lui-même, c'est que Hermann était verbalement dur, critique, imposant. En 1919, à 36 ans, Kafka écrit une lettre de 100 pages à son père, appelée « Lettre au père ». Elle n'a jamais été envoyée, mais elle a été conservée. Dans cette lettre, Kafka écrit « Tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je ne savais quoi te répondre, en partie précisément à cause de la peur que tu m'inspires. » Il continue « Ce qui me dominait, c'était ton autorité corporelle. J'étais déjà opprimé par ta simple présence physique. » Kafka décrit comment Hermann le comparait constamment à lui-même, comment il ridiculisait la faiblesse de Franz, comment il criait et dominait chaque conversation familiale. Est-ce que Hermann était un monstre ? Non. Les historiens s'accordent. Il n'était probablement pas exceptionnellement cruel selon les standards de l'époque. Mais pour un enfant sensible, anxieux, introverti comme Franz, c'était écrasant. Franz avait 2 frères cadets. Les 2 sont morts en bas âge. Il a également 3 sœurs cadettes qui ont survécu. En tant que seul fils survivant, toutes les attentes de Hermann reposaient sur Franz. Franz devait être fort, réussir, perpétuer le nom de famille. Franz ne voulait qu'une chose, écrire. À l'adolescence, Kafka commence à tenir un journal, à écrire des histoires. C'est son échappatoire, sa façon de traiter l'anxiété croissante, le sentiment d'inadéquation. Hermann considère cela comme une perte de temps. L'écriture ne nourrit personne, disait-il. Franz étudie brillamment. Il entre à la prestigieuse Charles University de Prague en 1901. À 18 ans, il commence en chimie. Son père désapprouve. Inutile, étudie le droit. Franz change. Il étudie le droit, pas par passion, par obligation, pour plaire à un père qui ne sera jamais satisfait. En 1906, à 23 ans, Franz obtient son doctorat en droit. Il déteste chaque minute. Partie 2. La vie professionnelle. La prison bureaucratique. 1907. Kafka, 24 ans, commence à travailler dans un cabinet d'avocats privé.
Les heures sont longues, le travail est ennuyeux, il dort à peine. Il écrit la nuit, après le travail, jusqu'à l'aube. Son insomnie devient chronique, un pattern qui durera toute sa vie. En 1908, il trouve un nouveau poste, Workers' Accident Insurance Institute, une compagnie d'assurance publique à Prague. Ce travail change tout, pas pour le mieux. Kafka travaille de 8h à 14h officiellement, mais souvent jusqu'à 18h ou 20h, avec des heures supplémentaires non payées, des montagnes de paperasse, des systèmes bureaucratiques complexes où personne ne comprend vraiment l'ensemble du processus. Il évalue les demandes d'indemnisation des travailleurs blessés. Il visite des usines dangereuses. Il voit des hommes mutilés par des machines. Et il doit décider si leur souffrance mérite compensation selon des règles absurdes et arbitraires. Ce travail le déprime profondément. Mais il est bon à ce qu'il fait, très bon. Il reçoit même des promotions. Ses collègues l'apprécient. Ils le décrivent comme poli, compétent, fiable. Mais intérieurement, Kafka se sent comme un prisonnier, piégé dans un système qui ne fait aucun sens, où l'individu ne compte pas, où tout est procédure, formulaire, hiérarchie. Cette expérience va directement alimenter ses œuvres les plus célèbres. Le soir, après le travail, Kafka écrit, frénétiquement, compulsivement. Entre 1904 et 1924, il produit des dizaines de nouvelles, 3 romans majeurs, tous inachevés, des centaines de pages de journaux intimes, des centaines de lettres. Mais il publie très peu de son vivant. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement autocritique. Il considère presque tout ce qu'il écrit comme insuffisant, raté. En 1912, il rencontre Max Brod, un autre écrivain. Ils deviennent amis proches. Max croit en Franz. Il le convainc de publier ses premières œuvres. 1913, Le Verdict et Le Soutier sont publiés. 1915, La Métamorphose est publiée. Ses œuvres reçoivent quelques critiques positives dans des cercles littéraires restreints. Mais elles ne se vendent presque pas. Elles passent largement inaperçues. Kafka reste convaincu qu'il est un écrivain médiocre. Un homme qui détestait son travail, qui vivait encore chez ses parents à 30 ans, qui ne dormait jamais, qui pensait être un raté, mais qui, sans le savoir, écrivait certaines des œuvres les plus importantes du XXe siècle. L'histoire de Kafka nous rappelle quelque chose de terrifiant. Combien de génies vivent des mœurs sans jamais savoir qui ils sont vraiment ? Combien de Kafka travaillent dans des bureaux en ce moment, écrivant dans des tiroirs, pensant que leur travail ne vaut rien ? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, laissez un like, parce que nous allons explorer ses œuvres et découvrir pourquoi elles résonnent plus aujourd'hui qu'à son époque. Partie 3. La vie amoureuse, l'impossible connexion. Kafka n'était pas seulement aliéné au travail, il l'était aussi en amour. 1912, Kafka, 29 ans, rencontre Felice Bauer, une jeune femme de Berlin. Ils tombent amoureux. Enfin, Kafka tombe amoureux. Ou du moins, il pense tomber amoureux. Mais Kafka a peur. Peur de l'intimité, peur de l'engagement, peur du mariage. Il écrit à Felice « Je ne suis pas fait pour le mariage. Le mariage détruirait mon écriture. Et sans écriture, je ne suis rien. » Mais en même temps, il désire désespérément être aimé, accepté, connecté. Cette contradiction le déchire. Entre 1912 et 1917, Kafka et Felice se fiancent 2 fois et rompent 2 fois. Leurs lettres révèlent le pattern. Kafka la supplie de l'aimer, puis panique et la repousse, puis la supplie à nouveau. En 1914, après leur première fiançailles, Kafka écrit dans son journal « Peur du lien, de passer à l'autre. Alors j'aime pas, non, je l'aime. Mais l'amour reposant dans la crainte est amour mort. Il voit le mariage comme une prison, mais la solitude comme un enfer. Rouvé de nourriture qui me plaise. » En 1917, Kafka est diagnostiqué avec la tuberculose, une maladie mortelle à l'époque. Ce diagnostic change tout. Il utilise sa maladie comme excuse pour rompre définitivement avec Felice.
Il écrit à Max Brod : « La tuberculose est venue comme un soulagement. Maintenant je peux rompre sans être le méchant. » Après Felice, Kafka a eu d'autres relations brèves. Julie Woridzek, Milena Jessenska. Toutes suivent le même pattern. Attraction intense, peur panique, rupture. Puis, en 1923, quelque chose change. Kafka, maintenant 40 ans, très malade, rencontre Dora Diamant, une jeune femme juive de 25 ans. Dora est différente, calme, patiente, aimante. Pour la première fois, Kafka vit avec quelqu'un. Ils déménagent ensemble à Berlin. Les derniers mois de sa vie sont, selon les témoignages, ses plus heureux. Dora prend soin de lui, l'écoute, l'aime sans jugement. Mais la tuberculose progresse. En 1924, elle atteint sa gorge. Avaler devient atrocement douloureux. Kafka commence à refuser de manger. Pas par choix philosophique, par douleur pure. Il perd du poids rapidement. Son corps se consume. Le 3 juin 1924, Franz Kafka meurt dans un sanatorium près de Vienne, à 40 ans. Dora est à ses côtés. Ses derniers écrits sont une nouvelle inachevée, un artiste de la faim. L'histoire d'un homme qui se laisse mourir de faim parce que, dit-il, « Je n'ai jamais trouvé de nourriture qui me plaise. » Partie 4. Les œuvres, ce qu'il a vraiment écrit. Kafka a écrit principalement 3 types d'œuvres, des nouvelles, des romans et des journaux/lettres. Publiés de son vivant, très peu, Le Verdict, 1913, Le Soutier, 1913, La Métamorphose, 1915, À la colonie pénitentiaire, 1919, Un médecin de campagne, 1919, Un artiste de la faim, 1924. Tous ont eu très peu de succès commercial. Kafka est resté largement inconnu. Les 3 romans majeurs, tous inachevés, publiés après sa mort, America, écrit 1911 à 1914, publié 1927, Le Procès, écrit 1914 à 1915, publié 1925, Le Château, écrit 1922, publié 1926. Parlons des 2 œuvres les plus célèbres. La Métamorphose, 1915. L'histoire : Grégor Samsa se réveille un matin transformé en insecte géant. Ce n'est pas expliqué. Ça arrive. Point. Sa première pensée n'est pas « qu'est-ce qui m'arrive ?» c'est « comment vais-je aller travailler ?» Grégor est voyageur de commerce. Il soutient financièrement toute sa famille, ses parents, sa sœur. Maintenant qu'il est un insecte, il ne peut plus travailler, ne peut plus être utile. Au début, sa famille est préoccupée. Sa sœur Grete lui apporte de la nourriture, nettoie sa chambre. Mais progressivement, ils deviennent distants, frustrés, dégoûtés. Ils commencent à le voir comme un fardeau, une honte, un problème à éliminer. Grégor, lui, reste lucide, conscient. Il entend tout, voit tout, mais ne peut rien faire. À la fin, après des mois d'isolement et de rejet, Grégor meurt, seul dans sa chambre. La famille ressent du soulagement. Ils sortent faire une promenade, planifient l'avenir. La vie continue, comme si Grégor n'avait jamais existé. Ce que ça signifie, Kafka explore plusieurs thèmes. 1. L'aliénation. Grégor était déjà aliéné avant de devenir insecte. Son travail le définissait. Sa famille ne l'aimait que pour son utilité économique. 2. L'identité et la valeur humaine. Quand Grégor ne peut plus produire, il perd toute valeur aux yeux de sa famille. Sommes-nous seulement ce que nous produisons ? 3. La famille comme prison. Grégor se sacrifie pour sa famille, mais il ne l'aime pas vraiment, juste ce qu'il leur apporte. 4. L'absurdité. Aucune explication n'est donnée, c'est absurde, et c'est le point. La vie est souvent absurde. Le Procès, 1914 à 1915, publié 1925. L'histoire. Joseph K. est arrêté un matin, sans explication. Il demande « Pourquoi suis-je arrêté ? De quoi suis-je accusé ?» Les gardes répondent « Nous ne savons pas, ce n'est pas notre rôle de savoir. »
Joseph K. n'est pas emprisonné. Il peut continuer sa vie. Mais il doit se présenter à un tribunal, à des dates non précisées, dans des lieux non clairs. Le roman suit Joseph K. alors qu'il navigue ce système judiciaire kafkaïen, littéralement. Il rencontre des avocats qui ne l'aident pas, des juges qu'il ne voit jamais, des documents qu'il ne peut pas lire. Tout est bureaucratie, corruption, opacité. Personne ne comprend vraiment le système, même ceux qui y travaillent. À la fin du roman, Joseph K. est exécuté, sans jamais savoir de quoi il était accusé. Ces derniers mots, comme un chien. Ce que ça signifie. 1. Bureaucratie moderne. Kafka travaillait dans une bureaucratie d'assurance. Il connaissait l'absurdité des systèmes complexes où personne ne comprend l'ensemble. 2. Culpabilité existentielle. Joseph K. commence à croire qu'il est coupable, même sans savoir pourquoi. La culpabilité devient intériorisée. 3. Impuissance de l'individu. Face à un système énorme, impersonnel, l'individu ne peut rien faire. Il est écrasé. 4. Recherche de sens dans l'absurde. Joseph K. cherche désespérément à comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Le système est absurde. 2 histoires, 2 cauchemars. Mais pourquoi résonnent-elles aujourd'hui plus que jamais ? Parce que Kafka n'a pas écrit sur le passé. Il a écrit sur nous, sur la génération qui mesure sa valeur en productivité, qui se sent aliénée malgré la connexion numérique constante, qui navigue des bureaucraties absurdes chaque jour. Si vous comprenez maintenant pourquoi Kafkaesque a 450 millions de vues sur TikTok, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like, parce que nous allons explorer pourquoi Kafka est devenu l'écrivain de la génération Z, un siècle après sa mort. Partie 5. Après sa mort, la trahison qui l'a sauvé. 3 juin 1924, Kafka meurt. Dans les semaines avant sa mort, il donne des instructions claires à Max Brod. Il écrit « Mon cher Max, ma dernière demande. Tout ce que je laisse derrière moi, en fait de journaux, manuscrits, lettres, les miennes et celles des autres, croquis, etc., doit être brûlé sans être lu. » Il liste spécifiquement America, le procès, le château. Tout doit être détruit. Max Brod reçoit ces instructions. Il réfléchit et il décide. Non. Pourquoi ? Parce que Max avait lu ses œuvres. Il savait qu'elles étaient extraordinaires. Il pensait que Kafka, dans sa dépression et autocritique maladive, ne pouvait pas juger objectivement son propre génie. Max Brod trahit son meilleur ami pour sauver son héritage. Entre 1925 et 1927, Max publie Le procès, 1925, Le château, 1926, America, 1927. Il édite également et publie des centaines de lettres, journaux, nouvelles inachevées. La réaction est immédiate. Les critiques littéraires sont stupéfaits. Dans les années 1930, Kafka devient reconnu comme l'un des écrivains les plus importants du siècle naissant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses œuvres sont bannies par les nazis. Kafka était juif. Ses livres sont brûlés. Ironiquement, Kafka lui-même voulait qu'ils soient brûlés. Après la guerre, l'intérêt pour Kafka explose. Traduction dans des dizaines de langues, analyse philosophique, adaptation théâtrale et cinématographique. Aujourd'hui, Kafka est enseigné dans presque toutes les universités du monde, traduit dans plus de 100 langues, considéré comme l'un des 10 écrivains les plus influents du XXe siècle. Et tout ça grâce à un ami qui a désobéi. Partie 6. Kafkaesque. Pourquoi il définit notre époque ? Le terme kafkaesque est entré dans le dictionnaire. Il signifie « ayant une qualité cauchemardesque ou surréaliste, rappelant les situations décrites dans les œuvres de Kafka, caractérisées par une bureaucratie labyrinthine et une logique absurde ». Mais pourquoi Kafka résonne-t-il particulièrement avec la génération Z et les millennials ? Raison 1. Productivité égale valeur personnelle. Dans la Métamorphose, Grégor pense d'abord à son travail, pas à lui-même. Aujourd'hui, la culture hustle, les podcasts de productivité, Joe Rogan, Andrew Huberman, les vidéos 5h du matin club dominent.
Les gens mesurent leur valeur par ce qu'ils produisent, pas par qui ils sont. Kafka a vécu ça il y a 100 ans. Raison 2. Aliénation malgré la connexion. Kafka se sentait seul, incompris, même entouré de famille et collègues. Aujourd'hui, nous avons des centaines d'amis sur les réseaux sociaux. Mais nous nous sentons plus seuls que jamais. Les taux de dépression, anxiété et isolement sont à des niveaux records. Kafka décrit cette aliénation parfaitement. Raison 3. Bureaucratie absurde. Le procès décrit un système judiciaire incompréhensible. Aujourd'hui, nous naviguons système de santé kafkaïen, bureaucratie universitaire, processus d'immigration absurde, algorithmes de réseaux sociaux que personne ne comprend, services clients automatisés qui ne résolvent rien. Nous vivons dans un monde kafkaïen. Raison 4. Pression familiale et parentale. Kafka avait un père autoritaire qui ne le comprenait pas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ressentent pression de réussir selon les standards parentaux, sentiment de ne jamais être assez bien, conflit entre rêves personnels et attentes familiales. Les daddy issues de Kafka sont universels. Raison 5. Anxiété existentielle. Kafka a vécu avec anxiété chronique, insomnie, sentiment d'inadéquation. Aujourd'hui, l'anxiété est l'épidémie de santé mentale numéro 1 chez les jeunes. Kafka a mis des mots sur des sentiments qu'on ne sait pas décrire. Un homme né il y a 141 ans, mort il y a 100 ans, qui n'a jamais connu le succès de son vivant, est aujourd'hui l'écrivain le plus cité par la génération Z. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu nos problèmes avant nous. Il a transformé l'anxiété en art, l'aliénation en littérature, l'absurdité en vérité. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et surtout, lisez Kafka, vraiment. Pas des résumés, les vrais textes. Maintenant, la conclusion. Ce que Kafka nous enseigne vraiment. Un homme né il y a 141 ans, mort il y a 100 ans, qui n'a jamais connu le succès de son vivant, est aujourd'hui l'écrivain le plus cité par la génération Z. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu nos problèmes avant nous. Il a transformé l'anxiété en art, l'aliénation en littérature, l'absurdité en vérité. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et surtout, lisez Kafka. Vraiment, pas des résumés, les vrais textes. Maintenant, la conclusion. Ce que Kafka nous enseigne vraiment. Franz Kafka est mort en pensant qu'il était un raté. Il n'a jamais su qu'il deviendrait l'un des écrivains les plus importants de l'histoire. Il n'a jamais su que ses livres seraient lus par des millions de personnes. Il n'a jamais su qu'un siècle plus tard, une génération entière se reconnaîtrait en lui. Cette ironie est peut-être la plus kafkaïenne de toutes. Mais que nous enseigne vraiment Kafka ? Leçon 1. Votre valeur n'est pas votre productivité. Grégor Samsa perd sa valeur quand il ne peut plus travailler. Mais c'était une erreur, une tragédie. Nous ne sommes pas ce que nous produisons. Nous sommes humains. Cela suffit. Leçon 2. L'aliénation est partagée. Kafka se sentait seul, différent, incompris. Mais en écrivant honnêtement sur cette solitude, il a créé une connexion avec des millions de personnes. Votre aliénation n'est pas unique. Elle est universelle et c'est réconfortant. Leçon 3. L'absurdité existe. Acceptez-la. Le monde n'a pas toujours de sens. Les systèmes sont souvent absurdes. Les réponses n'existent pas toujours. Kafka ne résout pas l'absurde. Il le montre. Et parfois, reconnaître l'absurdité est suffisant. Leçon 4. Créé malgré le doute, Kafka pensait que son travail était sans valeur. Il a écrit quand même. Max Brod a vu ce que Kafka ne pouvait pas voir. Parfois, nous ne pouvons pas juger notre propre travail. Nous devons créer malgré le doute. Leçon 5. Vous ne saurez peut-être jamais qui vous êtes vraiment. Kafka est mort sans savoir qui il deviendrait après sa mort. Combien d'entre nous vivent sans connaître notre véritable impact, notre véritable valeur? C'est terrifiant, mais aussi libérateur. Peut-être que nous n'avons pas besoin de savoir. Peut-être que nous devons juste continuer. Kafka vivait chez ses parents à 30 ans, travaillait dans un bureau qu'il détestait, écrivait la nuit, souffrait d'anxiété, pensait qu'il n'était pas assez bien. Combien de personnes vivent exactement cette vie aujourd'hui? Combien de Kafka travaillant dans des bureaux, des entrepôts, des cafés, écrivant, créant, rêvant dans des tiroirs, pensant que leur travail ne vaut rien, que personne ne s'en souciera jamais. L'histoire de Kafka nous rappelle, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si votre travail changera le monde. Vous ne savez pas si quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ce que vous avez à dire. Kafka a écrit pour personne, et il a fini par écrire pour tout le monde. Alors, continuez.
Créez, écrivez, peignez, composez, filmez, même si vous pensez que ça ne vaut rien, même si votre père désapprouve, même si personne ne regarde maintenant. Parce que peut-être, juste peut-être, dans 100 ans, quelqu'un découvrira ce que vous avez fait et dira « ça a changé ma vie », comme Kafka a changé la nôtre. Franz Kafka, 1883 à 1924, écrivain, avocat, employé d'assurance, fils, ami, anxieux chronique, mort à 40 ans pensant qu'il était un raté, vivant pour toujours comme un génie. Si vous avez aimé cette exploration honnête et factuelle, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui se sent kafkaïen, qui se sent aliéné, qui doute de sa valeur. La semaine prochaine, un nouvel écrivain, une nouvelle vie, une nouvelle leçon. En attendant, lisez Kafka. Vraiment. Commencez par La Métamorphose. C'est court, c'est puissant, c'est vous. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, vous êtes peut-être le Kafka de quelqu'un.